tous, bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News et le Morning pour vous informer ce matin. Ramener nos frères, c'est le nom de l'opération pour ramener Gilad, Eyal et Naphtali sains et saufs à la maison. Mais 5 jours après leur enlèvement en Cisjordanie, nul ne sait s'ils rentreront à la maison, ni quand et comment. Le chef d'état-major et le Premier ministre ont prévenu hier l'opération pour les ramener risque d'être longue et de grande envergure. Alors on tente ensemble d'y voir plus clair ce matin encore. Et on commence par ce que disent les journaux arabes et israéliens ce matin. Cyril, bonjour. Pour les journaux israéliens ce matin, le titre est plus ou moins clair. Les recherches se poursuivent, mais sans résultat probant pour le moment. Eh oui, ça avance, Barbara, mais ça avance lentement, écrivent ce matin nos confrères du Haaretz, qui relatent les opérations de ratissage de l'armée israélienne à Hebron, comme sur cette image, vous le voyez en une du Israel Hayom, qui nous explique que les soldats israéliens effectuent leurs recherches maison par maison, des recherches qui s'élargissent selon le quotidien grand tirage Yediot Ahronot. L'opération baptisée « Ramenons nos frères » est selon le journal la plus vaste qui ait été menée en Cisjordanie depuis l'opération Rempart. C'était, souvenez-vous-en, en 2002, en pleine seconde intifada. Des recherches qui vont et qui ont provoqué des heurts, titre pour sa part le quotidien de gauche Haaretz. Bilan, un Palestinien tué dans les affrontements et des Israéliens blessés par des jets de pierre près de Ramallah. Il faudra donc être patient pour retrouver les 3 garçons, écrit le Jérusalem Post, dans une brève allocution télévisée retranscrite par le quotidien israélien en langue anglaise. Le Premier ministre Netanyahou avertit que les recherches prendraient du temps. Voilà pour donc le Jérusalem Post qui avertit effectivement que les recherches devraient être longues. S'armer de patience, comme l'a dit Binyamin Netanyahou hier. Autre titre, toujours à ce sujet dans les journaux, c'est ce coup de fil plutôt inattendu. Ça faisait 1 an qu'il ne s'était plus parlé. Il s'agit évidemment d'un coup de fil entre Binyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Et oui, un coup de fil durant lequel le Premier ministre israélien a appelé Mahmoud Abbas à rompre tout simplement avec le Hamas. L'union, a-t-il dit, l'union avec le Hamas n'est ni bonne pour les Palestiniens, ni bonne pour les Israéliens. Selon l'expert militaire du Yediot Ahronot, Alex Fishman, Israël a bien l'intention de profiter pleinement de l'opération en cours pour faire le ménage dans les infrastructures du Hamas en Cisjordanie. Une opportunité opérationnelle unique et un contexte international favorable qu'Israël entend bien saisir pour nettoyer les bastions du Hamas dans les zones A. Les zones A, vous savez, ce sont ces zones des territoires palestiniens qui sont sous contrôle de l'autorité palestinienne. Mais pour Rami Igra, c'est un ancien haut responsable du Mossad à la retraite, les accusations de Netanyahou à l'encontre du Hamas sont davantage politiques que factuelles, car pour l'heure, affirme Igra dans les colonnes du Jérusalem Post, rien, absolument rien dans les faits ne prouve que c'est le Hamas qui est à l'origine de l'enlèvement. Voilà donc pour un ancien haut responsable de la sécurité israélienne. Pour cette affaire, on va y revenir dans un instant, notamment avec notre invité du jour, Michael Blum. Bonjour, merci d'être avec nous. Mais pour l'heure, Cyril, autre titre à la une des journaux ce matin, on va en parler évidemment dans cette édition, c'est l'Irak. Et à la surprise générale, les États-Unis et l'Iran pourraient collaborer pour soutenir le gouvernement maliki. Ah oui, Barbara, il y a des retournements géopolitiques spectaculaires, comme celui que nous révèle ce matin le quotidien iranien en langue anglaise, Iran Daily. Alors qu'ils sont en froid depuis plus de 30 ans et en désaccord sur l'avenir du programme nucléaire iranien, eh bien Washington et Téhéran pourraient bien coopérer pour soutenir le régime chiite de Bagdad et empêcher que la capitale ne tombe aux mains des insurgés sunnites du Daesh, de l'État islamique en Irak et au Levant. Je n'exclurai rien qui puisse être constructif, a affirmé hier le secrétaire d'État américain John Kerry. Voilà ce qui arrive quand les intérêts convergent. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le terrorisme sunnite est considéré comme l'une des principales menace pour la sécurité des États-Unis, alors que pour Téhéran, qui cherche, vous le savez, à contenir l'influence de l'Arabie Saoudite et du Qatar, eh bien, il serait très malvenu de voir le pouvoir irakien repasser dans le camp rival. Un rapprochement qui n'est pas du tout du goût du quotidien saoudien Sharq al-Awsat, vous allez le voir, le journal qui accuse ouvertement le Premier ministre Nouri el-Maliki d'avoir conduit l'Irak au bord du gouffre par sa politique d'exclusion des sunnites. Le gouvernement saoudien qui s'est du reste déclaré opposé à toute ingérence étrangère dans les affaires internes de son voisin, le Premier ministre chiite Maliki, croqué ici par le dessinateur du même journal, en train de dégoupiller la grenade du confessionnalisme, qui, vous allez le voir, a fini donc par lui exploser à la figure. Merci beaucoup, Cyril Amar.
prend tout de suite la direction de la Cisjordanie où on l'a dit, l'opération de Tsahal est donc entrée ce matin dans son 5e jour. La vague d'arrestations inédites se poursuit. 41 nouvelles arrestations cette nuit. Ils sont désormais en tout plus de 200 membres du Hamas aux mains des forces de sécurité israéliennes. Et une question se pose évidemment, outre la volonté de retrouver les 3 soldats, est-ce qu'Israël veut aller plus loin en agissant ainsi contre le Hamas? Élément de réponse en images, on en parle juste après. L'enlèvement des 3 jeunes étudiants dans la région de Gush Etzion en Cisjordanie creuse encore un peu plus le fossé qui sépare Israéliens et habitants des implantations. Un sondage d'opinion publié peu avant l'enlèvement relève une importante baisse du soutien des Israéliens aux habitants des implantations depuis 2009. Les 550 personnes sondées montrent que l'opinion publique israélienne tend à se détacher idéologiquement des implantations et de leurs habitants. En effet, 59% estiment que les implantations nuisent aux relations Israël-États-Unis, 40% estiment que les implantations juives gaspillent l'argent de l'État, 52% sont en faveur d'un désengagement partiel ou total dans le cadre d'un accord avec les Palestiniens. Ce sondage, mené par un groupe d'études et présenté à l'université d'Ariel, relève une autre tendance. Le public est de moins en moins opposé à des concessions territoriales et craint de plus en plus un boycott international. Certains se disent prêts à soutenir les habitants des implantations si ceux-ci combattent les criminels juifs des territoires, auteurs des exactions dites prix à payer. Je les comprends, mais je ne peux pas les soutenir. Si cela crée des problèmes, j'arrêterai la construction ou bien je trouverai le moyen de construire et de cohabiter. Je pense que le fait que les implantations et leur développement soient inclus dans le processus de paix ne fait qu'aggraver les problèmes au long terme. La situation actuelle fait également débat dans les médias sociaux. Un militaire affecté à l'unité du porte-parole de l'armée israélienne a récemment posté un commentaire plutôt provoquant sur un forum privé. Je suis en colère de voir qu'il y a des gens assez bêtes pour faire du stop à 22h30 en plein territoire, parce que Dieu les protégera. Eh bien, que Dieu les protège. Pourquoi tout le pays doit être sur le pied de guerre à cause d'une bande d'attardés qui vivent à l'étranger ? De quoi éveiller la colère de nombreux utilisateurs Facebook, à tel point qu'une page a été créée pour appeler à l'ouverture des poursuites judiciaires contre ce jeune soldat. Shuli Moallem, députée israélienne, a également tenu à dénoncer ce poste tout en menaçant de se charger personnellement de son éviction de Tsahal. Si tu es encore dans l'unité du porte-parole de Tsahal, comme il est écrit sur ton profil, je te suggère de réfléchir à ton avenir dans le civil. Je compte m'en charger personnellement. Les désaccords autour des implantations feront probablement partie du quotidien israélien pour encore longtemps. En attendant, les gens vivent leur vie, mais restent pessimistes quant à l'éventualité d'un changement dans un avenir proche. Et notre invité ce matin, c'est donc Michael Blum, journaliste à l'AFP. Vous êtes spécialiste des territoires, vous connaissez bien le terrain, vous connaissez bien ce débat. Vous l'aurez compris, ce n'était pas le sujet à annoncer, c'en était un autre. Il n'est pas moins intéressant. Une réaction sur ce qu'on a vu. Vous comprenez ce débat au sein de la société israélienne et de plus en plus d'Israéliens qui se sentent détachés des habitants, des implantations. Je comprends, je le constate. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ne comprennent pas pourquoi ces gens vivent de l'autre côté, mais en vrai, c'est a priori, de mon point de vue, c'est minoritaire. La majorité des Israéliens sont totalement solidaires de cette population, peut-être pas de ceux qui inscrivent des graffitis racistes dans tel ou tel endroit, mais de la population du Gush Etzion, des grands blocs d'implantation. C'est les Israéliens comme les autres, et c'est vrai qu'il y a quelques phrases particulièrement choquantes pour l'ensemble de la population quand ces gens sont mis non pas seulement de l'autre côté de la ligne verte, mais de l'autre côté de la société israélienne. À l'étranger, carrément. Voilà, à l'étranger, quand on parle du Gush Etzion, qui se trouve donc à une quinzaine de kilomètres de Jérusalem et qui a toujours fait partie du consensus en Israël, et y compris pour les Palestiniens qui se sont habitués à cette situation. Alors, consensus, peut-être ou peut-être pas, c'est un débat qu'un certain courant de la gauche israélienne a récupéré depuis plusieurs jours. On a pu le lire dans la presse et dans certains journaux depuis plusieurs jours. Ils disent finalement cet enlèvement, Israël l'a cherché, les habitants des implantations ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, il faut sortir de ces territoires. Là aussi, est-ce que vous comprenez cet argument ? La question de fond est de savoir, est-ce que les Palestiniens nous font la guerre
excusez-moi, parce que il y a une population israélienne importante qui vit de l'autre côté de la ligne verte, dans les territoires que les Palestiniens réclament pour faire leur État, c'est une question légitime. Le fait que ces habitants soient touchés, à plus forte raison quand c'est des adolescents ou qu'il y a des tirs sur des voitures, etc., c'est évidemment pas légitime. Et on a du mal à imaginer que les Israéliens peuvent soutenir ce genre d'attaque parce que ces gens vivent du mauvais côté de la frontière qui n'en est pas une. Restez avec nous, Mickaël, on va parler du reste de l'opération qu'est en train de mener Tsahal dans un instant. Pour l'heure, on se dirige vers la localité d'Elad où vit la famille d'Eyal Ifrar, un des 3 jeunes enlevés. On retrouve sur place notre correspondante Léa Berdugo. Léa, bonjour. Alors 5 jours après l'enlèvement, toujours aucune nouvelle des 3 jeunes. Comment réagit la famille ce matin ? Oui, l'atmosphère est encore tendue puisque les parents sont toujours sans nouvelles des enfants disparus. Jeudi, depuis 3 jours, les proches de la famille Ifra continuent d'affluer dans la maison pour soutenir les parents. Quant à la disparition des jeunes enfants, on a une atmosphère de ferveur qui est très forte ici. Des cycles de prières ont été organisées depuis 3 jours, menées par les proches de la famille, mais menées également par le frère lui-même qui a mené des prières donc chez lui et dans la ville d'Elad. On a également de nombreux messages de soutien qui sont accrochés sur la devanture de l'immeuble de la famille Ifrar derrière moi. On peut y lire « Nous vous aimons, nous sommes avec vous », une ferveur qui est là, qui est bien présente ici dans les rues d'Elad. On a pu parler hier à la mère d'Eyal Ifrar qui s'est adressée directement à son fils et qui a remercié tous les Israéliens du soutien et des prières qu'il leur adresse. Merci beaucoup Léa Berdugo. On vous retrouve évidemment tout au long de cette matinée sur i24 News. Alors, Mickaël Blum, un mot de cette opération de grande envergure que Tsahal est en train de mener depuis 5 jours. Chaque matelas a été retourné, si l'on peut dire, dans la zone de Hebron. Est-ce que vous pensez, comme le disent tous les analystes ce matin, qu'Israël a décidé, plus que de retrouver ces 3 jeunes, d'en découdre avec le Hamas en Cisjordanie ? C'est clair que l'urgence c'est de retrouver les 3 jeunes israéliens. Mais les arrestations, pas seulement dans la région de Hebron, on l'a vu cette nuit, principalement dans la région de Naplouse, sont destinées, oui, à mettre un coup fatal peut-être au Hamas. Il y a une volonté d'Israël à la fois de dénoncer l'alliance entre le Fatah et le Hamas et aussi de mettre fin aux attaques et de dénoncer la politique du Hamas qui est finalement, comme Netanyahou l'a dit hier soir, ils n'ont rien à changer. Le Hamas est un mouvement terroriste et il continue et nous irons jusqu'au bout. Alors, vous parlez de briser peut-être coûte que coûte l'alliance entre le Hamas et le Fatah. Il faut signaler que pour la première fois depuis 1 an, Binyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas se sont donc entretenus hier au téléphone. Pendant les 9 mois de négociations directes, ils ne se sont jamais adressé la parole, mais voilà que ça se passe, un coup de fil. Est-ce que ça va influencer la situation ? Quel est le but ? Il y a un paradoxe ici, c'est-à-dire que Netanyahou, dès l'annonce de l'enlèvement, désigne Mahmoud Abbas comme responsable de cet enlèvement. C'est lui qui doit porter la responsabilité. Ça s'est passé dans un territoire qui est contrôlé par l'autorité palestinienne. Il dénonce l'alliance, l'union du gouvernement palestinien entre le Hamas et le Fatah. Et de l'autre côté, il lui parle. Il y a une coopération sécuritaire sur le terrain. Il faut se rendre compte, depuis 5 jours, depuis le début des recherches, il n'y a pas eu d'affrontement entre soldats israéliens et policiers et armés de l'autorité palestinienne. Sur le terrain, le Fatah apparemment laisse, et peut-être plus, Israël arrêter les gens du Hamas. Les recherches se poursuivent. La ville de Hebron et ses environs sont totalement bouclés par l'armée. Des milliers de soldats sont présents et il n'y a pas d'affrontement armé. Est-ce que les forces de sécurité palestiniennes ont été appelées en renfort aux forces de sécurité israéliennes ? Ils sont sur place, ils ne vont pas parler de renforts supplémentaires, mais il est clair qu'il y a une coopération sécuritaire. Il est clair que sur le terrain, il se passe quelque chose qui est à nouveau ce paradoxe qui fait que les Palestiniens, et c'est peut-être l'intérêt de Mahmoud Abbas, de lui aussi pouvoir dénoncer. Pour Abbas, il est dans une situation très difficile. S'il aide trop Israël, il sera dénoncé comme un traître par sa population, notamment à Hebron, qui est majoritairement Hamas. S'il continue de soutenir
soutenir le Hamas, il sera mis au banc de la communauté internationale. Est-ce que ce n'est pas une aubaine pour Mahmoud Abbas, cette situation où finalement il a peut-être un intérêt commun avec Binyamin Netanyahou, éliminer le Hamas et ses infrastructures, ses chefs de la Cisjordanie. Il s'est montré le héros qui a agi pour la réconciliation, mais maintenant il est débarrassé du Hamas sur son territoire. C'est sûr que Mahmoud Abbas est un moment critique de son parcours politique. Est-ce que c'est l'occasion pour lui, cette coopération avec Israël, de se débarrasser de son principal rival au sein de la direction palestinienne? On peut l'imaginer. De l'autre côté, à nouveau, il faut qu'il fasse attention à sa population. Une réelle coopération avec Israël au moment où une partie de la population palestinienne se réjouit de cet enlèvement, ça risque aussi de lui coûter son poste. Merci beaucoup, Michael Blum, d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, et c'est l'autre titre de cette matinée, les États-Unis envisagent une nouvelle intervention en Irak. 275 soldats ont été déployés pour protéger l'ambassade américaine à Bagdad. Décryptage après un nouveau journal. De retour sur le plateau du Morning. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce matin. Et on en vient à présent à l'actualité en Irak. En réponse à l'instabilité croissante liée aux dernières avancées des djihadistes dans le pays, eh bien, les États-Unis envisagent désormais toutes les options. En attendant, les combattants de l'AL poursuivent donc leur ascension vers la capitale. On en parle avec vous, Ali Waqued, bonjour. Bonjour, Barbara. Journaliste indépendant, spécialiste du monde arabe. Le prochain objectif des djihadistes, c'est Bagdad? Je ne suis pas sûr si c'est le prochain objectif. Les djihadistes savent que Bagdad ne va pas être une simple promenade. L'objectif de l'AIL, c'est de s'installer en tant qu'un facteur très important dans l'équation irakienne. Leur objectif, c'est avant tout la région frontalière avec la Syrie, cette région où ils sont essentiels, où ils servent pour le transfert d'armes et de combattants, et aussi la région sunnite dans le sud-ouest de l'Irak. Bien sûr que Bagdad et la région de Bagdad, elle est très symbolique. C'est la capitale, c'est le centre du pouvoir, c'est le centre du pouvoir d'Al-Maliki. Mais plus ils vont se rapprocher de Bagdad, moins les Iraniens vont prendre en compte l'accord ou le non-accord des Américains d'accélérer leur action en Irak. Ce qui est intéressant, que l'AIL, contrairement à des organisations de guérilla ou des organisations de terreur, ils ont une stratégie très importante, une stratégie à la fois territoriale et politique. C'est-à-dire, c'est pas attaquer et échapper, c'est attaquer, installer, faire échapper votre ennemi et faire une continuation territoriale, ce qui est nouveau. Donc c'est pour cela on voit le scénario syrien se passe aussi en Irak. Avoir une continuation territoriale avec la frontière syrienne, surtout dans la région pétrolière du nord de l'Irak, une région qui est en bonne partie aussi kurde. Parlons-en voilà, de cette région, si l'on peut dire, les seules poches de résistance qu'ont rencontré les combattants de l'AIL jusqu'ici, ce sont peut-être ces régions du nord où les Kurdes ont quelque peu fait freiner leur avancée, notamment pour défendre les champs pétroliers, non, dans la région. Tout à fait. Maintenant, les Kurdes se sont un peu trahis par le pouvoir central. Les Kurdes ont des aspirations qui vont au-delà de l'autonomie de laquelle ils se contentent à présent. Mais les Kurdes, ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé dans les villages kurdes en Syrie par les combattants de l'AIL et de leurs alliés sunnites djihadistes. Donc les Kurdes n'ont pas vraiment le choix. Ils vont essayer de tirer profit de cette bataille si jamais ils arrivent à s'en sortir. Maintenant, pour élargir leur territoire autonome ? Leur territoire autonome, c'est moins élargir le territoire, mais c'est plutôt élargir leur souveraineté. Maintenant, il s'agit d'une autonomie. Les Turcs prônent pour une indépendance. Maintenant, reste à voir comment est-ce que la Turquie et l'Iran vont réagir face à cette aspiration. Parlons-en de ces réactions étrangères. Vous avez évoqué les États-Unis et l'Iran. On parle depuis plusieurs jours d'une
collaboration possible. Vous évoquez également les Turcs, on peut imaginer les Jordaniens, les pays du Golfe. Est-ce qu'on peut imaginer une large coalition internationale qui interviendrait en Irak? Ce sera une coalition fragile parce que les intérêts des uns ne sont pas les mêmes des autres. La Turquie, si elle va intervenir, c'est moins parce qu'elle n'apprécie pas l'activité des djihadistes qu'elle-même a aidé en Syrie, mais la Turquie est le premier investisseur en Kurdistan de l'Irak. Donc les Kurdes craignent, l'instabilité dans la région, mais deux, ils craignent de perdre un champ où ils investissaient, où ils tiraient des profits économiques. Deux, les Iraniens, c'est clair, ils sont idéologiquement contre les djihadistes. La Syrie a été leur champ de bataille direct et l'Iran comprend que l'Irak, c'est le prochain champ de bataille entre elle et l'Arabie saoudite sur l'hégémonie de la région. Cette hégémonie elle a de base sectarienne, chiite ou sunnite. Pour l'Iran, il est clair que l'Arabie saoudite finance l'opération de l'Eil. L'Arabie saoudite a pris le risque d'investir dans un mouvement djihadiste que si jamais il réussit en Iran, il va tourner contre l'Arabie saoudite et les alliés de l'Arabie saoudite dans la région. Ali, est-ce qu'ils vont réenvoyer des GI en Irak après ce retrait tant discuté? La doctrine Obama, c'est without boots, même si on intervient, pas sur le terrain, ça c'est un. Deux, même si on bombarde l'Eil dans la région frontalière, pas de drone, hein? Pas de drone, ou par d'autres moyens, indirectement, l'armée américaine sert et aide Bachar Assad. Bachar Assad, l'Eil est l'adversaire direct et presque exclusif du régime syrien dans cette région du nord de l'Irak. Maintenant, il y a quelques semaines, l'Américain considérait comment aider les éléments modérés dans la rébellion syrienne. Dans cette partie de la région Syrie-Irak, il n'y a pas de rébellion modérée. C'est l'Eil. Maintenant, si jamais on bombarde l'Eil, cette frontière est garantie pour Assad. Le transfert entre l'Iran, l'Irak et la Syrie, cette fois-ci des combattants pour aider le régime syrien, pour aider le régime en munitions, en armes, etc. Donc, est-ce que les Américains vont vouloir aider indirectement Bachar al-Assad? D'ailleurs, au sein de l'administration américaine, il y a une discussion. Est-ce qu'il faut investir? Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de pencher la balance plutôt vers le côté chiite? On recalcule que les grandes confrontations, les grands actes de terreur ou de violence contre l'administration, contre des cibles occidentales, ils venaient toujours de sources sunnites, pas toujours, mais beaucoup plus souvent de sources sunnites que de sources chiites. Et ce n'est pas un hasard que l'Iran et les États-Unis peuvent se rencontrer sur ce champ irakien contre les djihadistes. Pour finir et rapidement, Ali, on a vu que l'Eil, Al-Qaïda sème la terreur en Irak après avoir sémé la terreur en Syrie. Est-ce que c'est un phénomène qui va s'amplifier à tout le Moyen-Orient, cette avancée des combattants djihadistes? Dans les années 90, l'Occident et le monde a payé le prix de l'investissement, du financement, de l'entraînement américain, occidental, arabe, sunnite pour les djihadistes en Afghanistan. La Syrie a été pendant plus de 3 ans un champ d'entraînement immense pour ces groupes djihadistes qu'on voit traduire ces capacités qu'il a gagnées en Syrie, maintenant en Irak. Ça ne va pas s'arrêter. Si jamais il continue à réussir, c'est toute la région qui va en souffrir et je ne suis pas sûr que ça va être réduit à la région. On voit déjà des phénomènes, des cellules djihadistes en France, en Europe, etc. Donc ça va être un prochain défi pour la communauté internationale, non pas seulement pour la région. Merci beaucoup, Ali Ouaked, d'avoir été avec nous ce matin. Et nous sommes le mardi 17 juin, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité. 5 jours après l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens, le sort d'Eyal, Naftali et Gilad reste absolument flou. Ce matin, le chef d'état-major et le Premier ministre préviennent. L'opération pour les ramener sera longue et de grande envergure. Cette nuit, 41 nouvelles arrestations dans les rangs du Hamas. Hier, pour la première fois en un an, Binyamin Netanyahu et Mahmoud Abbas se sont entretenus au téléphone.
A noter également ce matin et dans ce contexte que le sud d'Israël a essuyé à nouveau cette nuit des tirs de missiles en provenance de la bande de Gaza. Tsahal a riposté à l'aube en visant 4 cibles terroristes dans l'enclave palestinienne. Les États-Unis, on l'a dit, envisagent toutes les options en Irak. 275 soldats américains ont été déployés pour protéger l'ambassade américaine à Bagdad. Un porte-avions et des navires de guerre ont été envoyés dans le golfe Persique. Enfin, la Coupe du Monde, soir après soir, le mondial offre son festival de buts et ça continue. Hier, les Allemands ont humilié les Portugais de Ronaldo 4-0. Les États-Unis sont parvenus à battre le Ghana dans un drame de dernière minute, score final 2-1. Enfin, premier match nul hier aussi, Iran-Nigeria 0-0. L'actu internationale à présent, quelques clics. Betsabé, bonjour. On commence ce matin par cette crise du gaz entre la Russie et l'Ukraine. Hier, Moscou a carrément coupé le robinet. Exactement. Gazprom avait menacé de le faire. Eh bien, elle l'a fait car les négociations sur le prix du gaz ont échoué. L'Ukraine n'a pas réglé une partie de sa dette avant l'échéance qui était donc hier. Alors la compagnie russe a décidé, je cite, à partir de ce jour, la société ukrainienne ne recevra plus que les volumes qu'elle aura payés. Alors Le Monde nous rappelle que l'Ukraine et la Russie avaient engagé il y a une semaine des négociations pour éviter cette peut-être nouvelle crise du gaz, des négociations qui se sont révélées vaines une fois de plus. D'abord parce que l'Ukraine, plutôt à court financièrement, c'est le moins qu'on puisse dire, trouve que les prix de Gazprom sont bien trop élevés, parmi les plus élevés d'Europe. Ensuite, Kiev y voit surtout un moyen de pression politique, en fait. C'est justement l'analyse de l'Italien Marco Zatterin, correspondant à Bruxelles pour la Stampa, qui qualifie l'accord économique qui doit être signé à la fin du mois, donc entre Kiev et Bruxelles, cette fois-ci, de mère de toutes les tensions en Ukraine et dans les relations des 7 derniers mois. La ligne dure de Moscou serait dictée en fait par l'espoir que Kiev, qui sait, change d'avis, ironise le journaliste. En attendant, les deux compagnies, Gazprom et Naftogaz, l'ukrainienne, s'attaquent mutuellement devant la justice internationale. Regardez cet article de RFI, le site de Radio France Internationale, qui nous explique que d'un côté, Gazprom souhaite obtenir le paiement d'une dette de quand même 4,5 milliards de dollars. De l'autre, la compagnie ukrainienne réclame 6 milliards de dollars qu'elle estime avoir payés indûment depuis plusieurs années. Et elle demande la fixation par cette Cour de Stockholm d'un prix plus juste. Alors vous savez que Naftogaz prétend que les prix donc de Gazprom sont exagérés. Alors les conséquences en matière d'approvisionnement, puisque c'est ce que tout le monde se demande, pas forcément ici, mais en tout cas en Europe. Alors l'allemand Die Zeit rappelle que quand même un tiers de la demande locale ukrainienne est produite sur place en Ukraine. L'Ukraine qui en plus s'est constituée de bonnes réserves ces derniers mois quand la situation s'est quand même tendue avec Moscou. Une leçon qu'elle a tirée de la guerre du gaz de 2009. Enfin, ce que Die Zeit et la presse en général depuis 24 heures n'oublie pas de rappeler, c'est que l'hiver est heureusement encore loin. Par sécurité, néanmoins, Berlin a commencé à livrer début avril de petits volumes de gaz à l'Ukraine via des gazoducs polonais. Alors l'ironie de l'histoire, un tiers de ce gaz allemand vient en fait de la Russie. Voilà pour cette guerre du gaz. On reste en Europe. On parle de l'Italie qui a d'autres soucis. Elle, ces vagues de migrants qui continuent d'affluer vers ses frontières par centaines. Exactement. Rien vraiment de nouveau. C'est la mauvaise saison. Là, par contre, alors dimanche encore, 777 migrants sont arrivés à Palerme. Alors parmi eux, plusieurs dizaines d'enfants, 68 enfants exactement, originaires de Ghana, de Guinée, du Mali, qui fuient les combats et la famine. Alors ils ont été secourus par un navire italien, comme ça arrive heureusement la plupart du temps, mais selon les témoignages des rescapés du naufrage, des dizaines de personnes se sont quand même noyées. Alors parmi les rescapés, justement, cette photo publiée par le Daily Mail, ce sont des migrants africains qui cherchent un abri sacré dans une église sicilienne après avoir été donc repêchés par la marine italienne. Le Daily Mail qui remet cette illustration dans un contexte glaçant. Barbara, plus de 40 000 personnes ont fait la traversée l'année dernière. La plupart, bien sûr, sur des embarcations de fortune, en général en bois. Et puis cette année, déjà, 22 000 ont tenté de rejoindre les côtes italiennes. Du coup, un nombre de victimes conséquent. Attention, 20 000 en tout ces dernières années. Alors en Sicile, le maire de Palerme rappelle que Rome devrait l'aider. La Sicile est dans le pétrin. Elle fait face à un afflux de migrants qui n'en finit plus, d'autant plus que les températures se sont
adoucie. Donc la situation est très difficile. Ce qui encourage évidemment les afflux. Allez, la bonne nouvelle de ce début de semaine, elle nous vient d'Allemagne. Schumacher est enfin sorti de son coma. Exactement, Schumacher réagit au visage familier de sa femme. Corinne titre le tabloïd Bild avec une photo. Vous allez voir sur vos écrans une photo à peine kitsch, vous allez voir. Ces périodes d'éveil se rallongent, apprend-on. Il peut entendre les voix et réagir au toucher des proches. Il a ainsi quitté donc le CHU de Grenoble où il était. Il a été transféré dans un centre de Lausanne, donc en Suisse, et à une demi-heure quand même de son domicile. Et donc voilà la structure qui accueille le champion. On la voit sur le site de la Repubblica. Le porte-parole de l'hôpital a précisé que sa famille est avec lui dans un espace aménagé spécialement pour préserver leur intimité et pour assurer les meilleurs soins possibles, c'est être d'être septuple champion. Alors bien sûr, la presse s'interroge, dans quel état se trouve-t-il après 169 jours de coma? Le Telegraph britannique titre sur cet avertissement des docteurs: la réhabilitation de Schumacher pourrait prendre des mois, si ce n'est des années, et ça en émeut plus d'un, comme à BFM TV. J'ai pas résisté à cette charmante bourde. Regardez le CG, c'est le bandeau inférieur qui déroulait en bas de l'écran. Il n'y a pas eu de fuite des sujets de philosophie avant le début des épreuves, a affirmé Michael Schumacher. Les journalistes de la chaîne française qui se sont un peu emmêlés entre les deux infos de la journée hier. Sous le coup de l'émotion. On finit vite avec un mot. Ça n'arrive pas que chez eux. Évidemment. On finit avec un mot sur le mondial. Vous nous parlez de gastronomie. C'est pas moi, c'est le Guardian qui a eu cette bonne idée. Il s'est penché en fait sur ce que mangent les joueurs du mondial. Alors bien sûr, vous allez voir, ils sont plutôt chauvinistes. Les Américains qui vont apporter leur doggy bag à base de flocons d'avoine, de Cheerios, de peanut butter. Mais attention, leur coach est très très sérieux. Il insiste sur les légumes. Apparemment, il faut qu'il y ait 2 légumes de couleurs différentes à chaque repas. Les Italiens, bien sûr, c'est les pâtes, la sauce tomate et l'huile d'olive. Pas beaucoup de surprises. Merci beaucoup, Betsabé. Merci. Ali, à suivre dans le Morning, on reparle de l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens et le débat fait rage dans le pays sur la stratégie à adopter pour les ramener. Par le passé, tout a été essayé. Chaque stratégie a son prix. On y revient après un nouveau journal. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. On continue ce matin de tenter de décrypter la situation 5 jours après l'enlèvement des 3 adolescents israéliens en Cisjordanie. 5 jours après, Tsahal poursuit son opération dans la région de Hebron et dans l'ensemble de la Cisjordanie. Les arrestations se poursuivent. On en est ce matin en tout à plus de 200 membres du Hamas arrêtés par les forces de sécurité israéliennes. Et on se pose une question évidente. Au-delà de la volonté de retrouver les 3 jeunes, est-ce qu'Israël veut aller plus loin en agissant ainsi contre le Hamas? Élément de réponse en images. Benjamin Netanyahou l'a affirmé dès dimanche matin. Pour lui, le triple enlèvement est l'œuvre du Hamas. Depuis 4 jours, Tsahal, l'armée d'Israël, ratisse la Cisjordanie et plus particulièrement l'agglomération d'Hébron avec ses 600 000 habitants. Le but des 2500 soldats déployés, retrouver les 3 jeunes, mais c'est aussi l'opportunité pour Tsahal de porter un coup décisif au Hamas. L'occupation est totalement responsable de l'escalade des violences en Cisjordanie contre notre peuple et nos leaders. Il y a un grand nombre d'arrestations qui se déroulent à l'encontre des dirigeants du Hamas et des membres du Parlement en Cisjordanie. Car si le Fatah contrôle la Cisjordanie, il ne reste pas moins que le Hamas y est relativement implanté, notamment à Hebron et dans le sud de la Cisjordanie. Là-bas, la population palestinienne y est plus traditionnaliste et religieuse, plus sensible aussi au discours des islamistes. Plusieurs leaders politiques du Hamas ont été arrêtés et dans la nuit de dimanche à lundi, Tsahal a lancé l'assaut contre une maison d'Hébron où 2 officiels du Hamas ont été appréhendés. Il s'agit d'Aziz Douaek, président du Parlement palestinien, qui avait déjà été placé 6 mois en détention administrative par Israël, et d'Hassan Youssef, le chef du Hamas en Cisjordanie et cofondateur du Hamas. 5 députés de la mouvance islamique ont également été interpellés, tout comme Wassif Kaba, ancien ministre des prisonniers de l'autorité palestinienne, ainsi que Mohamed Tota et Khaled Abou Arafeh, ministre des Affaires de Jérusalem et de ses résidents palestiniens. Tous sont à la tête de l'appareil politique du Hamas en Cisjordanie.
Le mouvement, créé en 1987, s'est développé différemment en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, dont il a le contrôle depuis les élections municipales de 2005. Mais depuis les élections législatives de 2006 et la victoire du Hamas, qui avait remporté 74 sièges au Parlement de Ramallah, une partie de la tête politique du Hamas s'était installée en Cisjordanie. Ces derniers mois, Tsahal à plusieurs reprises a démantelé des cellules affiliées au Hamas en Cisjordanie. Et on prend précisément la direction de Hebron à présent, où se trouve notre correspondant Mathias Inbar. Bonjour, est-ce que l'opération des forces de sécurité israéliennes est toujours en cours ce matin et est-ce qu'on sait si Tsahal se rapproche des ravisseurs ? Alors pour répondre à vos deux questions, tout d'abord elle est en cours, bonjour Barbara, elle est en cours tout à fait parce que je me trouve à l'entrée sud de la ville de Hebron, là où se concentrent la plupart de ces zones industrielles de la ville de Hebron, l'une des plus grandes villes palestiniennes. Effectivement, il y a plusieurs barrages militaires et ces unités canines qui inspectent toutes les voitures suspectes. Et puis cette nuit, 41 personnes suspectées d'être impliquées de près ou de loin à l'enquête pour retrouver ces 3 jeunes adolescents ont été arrêtés par les services de sécurité intérieure. Et ces barrages, comme je disais, ces barrages surprises depuis le carrefour du Gush Etzion jusqu'à la ville de Hebron, qui sont omniprésents. Les recherches se poursuivent. À savoir si elles avancent, difficile de le savoir à l'heure où on se parle parce que très peu d'indices filtrent et c'est une stratégie, dit-on, du côté des officiers israéliens avec qui nous discutons sur place. C'est une stratégie de n'en dire le moins possible. Pourquoi ? Parce que, selon eux, les Palestiniens écouteraient la radio israélienne et seraient tentés de capter la moindre indice concernant l'avancée des recherches. Pourtant, Mathias, d'après ce que vous comprenez, est-ce que l'échelon sécuritaire en Israël est plutôt pessimiste ce matin sur le sort des 3 jeunes ? Bien, écoutez, le pessimisme est plutôt du côté des politiques parce que lorsqu'on s'adresse à l'échelon sécuritaire, ils nous répètent que l'opération est très compliquée, selon les termes employés par Benjamin Netanyahou hier soir. Très compliquée, cela veut dire qu'il faut passer au peigne fin toute cette région de Hebron et également d'autres villes palestiniennes. Effectivement, c'est ça aussi l'information qui a filtré, c'est que les recherches pourraient s'étendre à d'autres villes dans cette région de Hebron, pourraient éventuellement atteindre Bethléem, voire Ramallah, parce que les recherches, aucun indice n'est laissé de côté. Merci beaucoup, Mathias Inbar, notre correspondant à Hebron. Direction maintenant la localité de Nof Ayalon, devant la maison d'un des 3 jeunes enlevés. Vous allez le voir, le va-et-vient est constant. Forces de sécurité, personnalités politiques, amis et familles, tous veulent marquer leur soutien face à cette tragédie. Sur place, le reportage signé Maël Benoliel. Nos enfants reviendront du pays de l'ennemi. Famille Frankel, les habitants de Nof Ayalon sont avec vous. Les messages de soutien comme celui-ci sont nombreux dans ce village du centre d'Israël. D'ordinaire plus connu pour son calme ou son paysage pastoral. Mais c'est ici que vit la famille Frankel. Cette famille israélo-américaine est l'une des 3 familles qui attendent le retour de leurs enfants disparus depuis jeudi dernier. J'ai dit à la famille que nous sommes solidaires et que nos chers soldats font tout ce qu'ils peuvent pour retrouver leurs enfants. En attendant, les visites de soutien comme celle du grand rabbin de Tsahal se multiplient. Ou comme celle-ci avec la venue d'Esther Pollard, femme de Jonathan Pollard, citoyen israélien, emprisonné depuis 30 ans aux États-Unis pour espionnage. Je suis ici aujourd'hui à la demande de mon mari Jonathan, qui voulait que je vienne soutenir en son nom les familles des victimes, leur tenir la main dans cette épreuve difficile, prier et espérer avec eux et tout le peuple d'Israël que les enfants reviennent rapidement et en bonne santé. Les voisins, les habitants du village ou encore les habitants des environs viennent aussi en nombre pour soutenir une famille qui aurait pu être la leur. Je suis venue ici pour réconforter la famille. Même si je ne les connais pas personnellement, j'ai énormément de peine pour eux. Et grâce à Dieu, les enfants reviendront très vite à la maison.
Une situation d'attente pour la famille Frankel qui n'est pas sans rappeler celle de la famille Shalit qui avait attendu 5 ans avant de voir revenir Gilad, enlevé et détenu par le Hamas dans la bande de Gaza. Au 4e jour de l'enlèvement des 3 adolescents israéliens, les familles des victimes reçoivent toujours un peu plus de soutien. Alors que l'espoir de retrouver vivants Eyal, Gilad et Naftali demeure lui intact. Voilà, et d'une famille, on passe à une autre, direction la localité d'Elad, où se trouve notre correspondante Léa Berdugo. Y vit la famille d'Eyal Ifrach, un autre des 3 jeunes. Alors ce va-et-vient qu'on a vu à Nof Ayalon, c'est le cas aussi à Elad. Dernière visite en date que vous avez pu constater ce matin, Moshe Feiglin. Oui, exactement. Alors hier, c'était au tour d'Yitzhak Herzog, le leader de l'opposition et chef du parti travailliste. Aujourd'hui, c'est au tour de Moshe Feiglin. Alors pour resituer le contexte, c'est un membre du Likoud, représentant de la partie la plus radicale du mouvement. Il est opposé à tout État palestinien et à toute concession avec les Palestiniens concernant les territoires. Alors nous lui avons posé la question quant à la polémique qui commence à monter en Israël sur le bien fondé d'étudier dans les territoires palestiniens et notamment près des implantations du Gush Etzion et de circuler dans ces territoires-là. Alors pour lui, cette polémique n'a tout simplement pas lieu d'être. Alors son choix de venir visiter la famille Ifrach peut être interprété comme un symbole et comme un soutien au choix de la famille d'envoyer leurs enfants étudier dans ces territoires-là et se déplacer près des implantations justement du Gush Etzion et près de Hebron. Alors Léa, Binyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, s'est lui aussi adressé aux familles hier par discours interposé. Le mot d'ordre de son message, patience. Oui, exactement. Il s'est adressé aux familles et puis aux Israéliens en général. Il dit que cela peut prendre du temps. Il essaie de rassurer quant aux moyens mis en œuvre pour retrouver ces jeunes qui ont été disparus, qui ont été portés disparus. Jeudi, il a parlé de plus de 100 arrestations environ de membres du Hamas dans les territoires palestiniens. Il s'est également adressé à la communauté internationale et a demandé une condamnation ferme de cet enlèvement. Donc une demande de fermeté de la part de l'extérieur et un appel à la patience à l'intérieur du territoire. Léa Berdugo depuis la localité d'Elad, merci d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, et toujours à ce sujet en Israël, vous le savez, la stratégie à adopter pour libérer les 3 jeunes fait rage. Un débat qui n'arrête pas depuis plusieurs années en Israël. Par le passé, tout a été essayé pour ramener les otages, mais chaque stratégie a son prix. Cyril Amar, vous nous en dites plus ce matin. Oui, Barbara, depuis l'enlèvement du caporal Avissas Porta, c'était en 1989 et jusqu'au dernier enlèvement en date, en tout cas celui qui a vu la libération de Gilad Shalit en 2011, eh bien, les organisations terroristes n'ont jamais cessé de tenter de prendre en otage des citoyens ou des soldats israéliens. Des épisodes douloureux qui ont beaucoup fait souffrir, qui sont restés gravés dans la mémoire collective des Israéliens, comme l'enlèvement notamment du sergent Narshon Waxman. C'est en 1994, un enlèvement qui avait connu une issue malheureuse puisque le sergent Narshon Waxman était tué par ses ravisseurs au moment de l'assaut lancé par une unité d'élite israélienne qu'on va voir dans le reportage. Et le père de Narshon Waxman monte au créneau ces derniers jours pour apporter son soutien aux familles des 3 jeunes adolescents et il propose dans le reportage, on va voir exactement, d'autres moyens qui n'ont pas été essayés à ce jour, une 3e voie entre l'assaut militaire lorsqu'il est possible et la stratégie et la libération massive de prisonniers. Je vous propose de regarder, on en parle tout de suite après. C'était un dimanche soir, il y a 20 ans. Alors qu'il fait de l'autostop à quelques encablures de l'aéroport Ben Gurion, le sergent Narshon Waxman est kidnappé par des terroristes déguisés. Il faudra des jours de recherche pour refaire le film des événements. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on ressent. C'est une souffrance terrible. Il y a de quoi devenir fou. Vous n'avez aucune information. Cette attente peut véritablement vous rendre dingue. הם רוצים לשחרר את האסירים שלהם, אם לא הם יהרגו אותי. זהו, אני מבקש מכם לעשות מה שאתם יכולים בשביל שאני
C'est une guerre psychologique qui peut durer des jours et des jours pour épuiser les familles. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il nous fallait prendre les choses en main. Les services de renseignement israéliens parviennent à identifier la maison dans la localité de Bir Nabala, à Jérusalem-Est. Yitzhak Rabin ordonne à l'unité d'élite de l'état-major de lancer l'assaut. Mais l'opération tourne court. Waxman est tué par ses ravisseurs, ainsi que la capitaine Nir Poraz, l'un des combattants de l'unité d'élite. Il ne faut pas lancer d'opérations qui n'ont aucune chance d'aboutir. Ce n'est pas la peine. Et nous avons d'autres moyens beaucoup plus intelligents. Et ce n'est pas la peine de mettre en danger la vie des soldats et des otages. Inlassable militant de la paix, Yehuda Waxman en est aujourd'hui convaincu. Avec les ravisseurs, il faut agir différemment. Si vous ne nous ramenez pas nos enfants dans un délai de 24 heures, nous ne respecterons plus aucune règle. Ces ravisseurs ont des parents, des frères et des sœurs. Nous avions d'autres moyens de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas intérêt à détenir leurs otages. Les ravisseurs de Narshon Waxman ont été libérés dans le cadre du marché Gilad Shalit, un échange qui avait été soutenu par le père de Narshon Waxman. Un vrai débat éthique en Israël, en tout cas. Dans ce cas-là, donc l'assaut a été possible puisque la maison avait été identifiée à Jérusalem-Est. Yitzhak Rabin avait donné ordre de lancer l'assaut. Pour Gilad Shalit, 12 ans plus tard, en 2006, lorsqu'il est enlevé à la lisière de la bande de Gaza par les brigades Ezedin el-Qassam du Hamas, la situation est complètement différente parce qu'on est dans la bande de Gaza, beaucoup plus difficile à quadriller, un territoire beaucoup plus dense, beaucoup plus habité. En 2011, Gabi Ashkenazi, le chef d'état-major, reconnaît même que l'armée ne sait pas où se trouve Gilad Shalit, ce qui va conduire, on le sait, la suite vous la connaissez, Benyamin Netanyahou a accepté le marché d'échange de Gilad Shalit contre la libération massive de prisonniers. 1027 détenus palestiniens, dont certains ont même sont reconnus coupables de crimes de sang, sont remis en liberté contre l'échange donc du caporal Gilad Shalit. Alors c'est une relaxe massive qui a beaucoup fait débat en Israël, c'est un phénomène de société qui a divisé en Israël, un débat houleux autour du prix à payer. Israël, jusqu'à quel point Israël doit être l'otage de la libération de ses propres otages. Et céder à ce chantage, finalement, ouais. Et céder au chantage, finalement, surtout pour un Benyamin Netanyahou qui répète à qui veut l'entendre et à la communauté internationale qu'il ne faut jamais céder face au terrorisme. Un Benyamin Netanyahou qui doit renoncer face à la pression de l'opinion publique et libérer donc massivement 1027 otages palestiniens. Alors, la prise d'otages, les organisations terroristes n'ont jamais démotivé, ils ont toujours été extrêmement motivés pour capturer des soldats ou des citoyens israéliens, puisqu'ils savent bien que c'est un moyen très efficace, je dirais, pour libérer les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Depuis 2011, depuis la libération de Gilad Shalit, pas moins de 64 prises d'otages ont été déjouées par les services de sécurité intérieure, le fameux Shin Bet, le Shabak israélien. C'est dire si les services de sécurité n'ont pas été surpris par l'enlèvement actuel. Ceux qui ont été surpris, eux, par contre, ce sont les législateurs israéliens, puisque depuis 2012, il y a des recommandations, la recommandation de la commission Shamgar, qui sont sur la table du législateur israélien, et pour l'instant rien n'a été fait par le Parlement israélien. Voilà, c'est un débat donc qui continue de faire rage et en ce moment particulièrement en Israël. Merci beaucoup Cyril d'être venu nous en parler. À suivre dans le Morning, on parlera de la Coupe du Monde. Évidemment, soir après soir, le Mondial offre son festival de buts et ça continue, tous les résultats. Les matchs à venir après un nouveau journal. Merci d'être avec nous en direct depuis Tel Aviv. C'est votre rendez-vous d'actualité matinale. C'est le Morning. On va parler du mondial, des matchs de cette nuit, des résultats à venir, des stars qui se dessinent dans un instant. Mais pour l'heure, on fait le tour des nouvelles insolites du moment avec vous, Virginie. Bonjour. Bonjour. Et on commence avec ce nouveau record du monde, le plus grand groupe de rock jamais vu. Effectivement. Alors quand je vous dis grand groupe, c'est pas pour sa notoriété, mais bien évidemment pour son nombre de musiciens. Alors ça s'est passé en Bretagne, à Lorient, où le record du plus grand groupe de rock du monde vient d'être battu avec 1000 personnes. Des musiciens âgés entre 4 et 77 ans se sont rassemblés au stade du Moustoir dans le Morbihan. 154 communes étaient représentées. Au programme, armée de guitare, basse, batterie, violoncelle, trompette, mais aussi des harpes, accordéon, cornemuse et bouzouki. En guest, le batteur de Noir Désir, Denis Barth, un événement organisé par l'association MAPL, musique d'aujourd'hui au pays de Lorient. Regardez ce que ça donne.
c'est marrant, ça ressemble même à quelque chose, hein. C'est pas trop la cacophonie. Une armée de musiciens en train de faire du Pink Floyd, c'est plutôt sympa, c'est en tout cas à quoi ça ressemble. 14 000 personnes ont pu admirer ce spectacle, c'est 3 fois plus qu'en 2012 où la ville avait déjà tenté de battre ce premier record avec 412 musiciens contre 520 à Pernès-les-Fontaines. On a la vidéo, regardez tout de suite. Voilà, donc on est fan de rock dans la région. En 2012, ils n'avaient pas battu le record. Et bien cette année, ils ont carrément doublé le nombre de musiciens et ils ont battu le record et ils sont très contents. Voilà, on est content pour eux. On poursuit avec la chanteuse Rihanna qui inspire les créateurs de films d'animation. Oui, alors on connaît Rihanna musicienne, on la connaît dans la publicité, on la connaît dans le cinéma ou encore dans la mode. Et bien place au dessin animé tout récemment sous le feu des projecteurs avec cette robe transparente que la chanteuse portait lors des Oscars de la mode aux États-Unis. Rihanna fera bientôt son retour sur grand écran, mais pas en tant qu'actrice cette fois-ci. La chanteuse a inspiré le personnage de Tip dans le film En route que je vous propose tout de suite de découvrir. The universe is a pretty big place. The funny thing is, each of us who live here occupy our own little world. Take the case of Tip, an ordinary girl with a mom who loves her and a cat named Pig. Now, she never imagined that a million miles away was a lonely fellow named O. Hello? A low-ranking member of a nomadic race called the Boov. Give Daddy some sugar! Looking for a safe place to call home. What plant grows these delicious fruits? Chances are these two would never meet, but the universe is nothing if not unpredictable. If you do not let me go, then I will shoot forth the lasers from my eyeballs. Voilà, c'est tout mignon. Et puis là, les deux amis vont devenir très proches et vivre plein d'aventures ensemble. La version américaine s'appelle Home, c'est la version originale. Elle est produite par DreamWorks et sortira seulement en 2015. Rihanna y prêtera son apparence, comme on l'a vu, c'est Tip. Elle est plus jeune, plus sage. Aussi ce n'est pas sa voix, c'est juste son apparence, mais elle en est fière. En tout cas, elle a déjà tweeté énormément de tweets par rapport à cette jeune Tip qu'elle est contente d'influencer. Mais ici, on la voit, elle est plus jeune, elle est plus sympa, elle est moins provoque. Et votre gueule, il ressemble tellement à la petite Tip. Alors si on peut revoir les images, vous allez voir, il y a vraiment une ressemblance au niveau des yeux. D'accord. Alors normalement ça va arriver, vous allez voir, ça lui ressemble beaucoup quand elle a commencé à chanter. Dans ses débuts, c'est ça. Exactement, avec les cheveux encore frisés, un visage un peu plus rond et puis des grands yeux verts. C'est Rihanna, tout craché. Bon. Ça, c'est l'alien, en tout cas, ce n'est pas Rihanna, c'est pour ça que ça ne lui ressemble pas. Bon, ça a l'air sympa, en tout cas. Allez, on termine avec autre chose, une invention plutôt insolite. Et oui, on a parlé d'insolite ce matin, donc je vais vous parler un peu d'high-tech et vous présenter la tasse connectée. Si ça ne vous dit pas grand-chose, eh bien, c'est normal, elle vient d'être créée par un ancien étudiant en informatique biomédicale de la Queen's University de Kingston, au Canada. Son nom, c'est Justin Lee, il s'est associé avec le célèbre designer suisse Yves Béard pour lancer Vécile, un nouvel outil intelligent que vous pouvez déjà commander en ligne mais qui ne sera malheureusement disponible que l'année prochaine. Je vous propose tout de suite de le découvrir en images. Alors on le voit, un design plutôt sympa, on a un objet qu'on a envie d'avoir, un peu sur le même modèle qu'Apple. Alors Vécile permet d'identifier le liquide que vous versez à l'intérieur, ça
On l'a vu, mais ce n'est pas tout, Barbara. Ah, ça sert à quoi? Parce que le liquide que je verse dans ma tasse, je sais ce que c'est. Je m'attendais à ce que vous posiez la question. Eh bien, l'intérêt n'est pas de savoir ce que vous mettez dans la tasse, puisque comme vous le dites, on est censé savoir quand même ce qu'on est censé boire, mais de savoir plutôt quel est le contenu nutritionnel de ce que vous buvez, et plus généralement, eh bien, vous donner un peu plus d'informations sur vos habitudes de consommation en synchronisant toutes les informations sur votre smartphone via une application qui s'appelle Prime. De cette façon, vous pourrez savoir à quel moment vous avez bu ce que vous avez bu, si vous êtes suffisamment hydraté tout au long de la journée. Bon, la tasse est sympa. La tasse est sympa, c'est un objet à voir, elle est assez design et plutôt cool. Et on peut se balader avec, ça peut tenir aussi les boissons au frais ou au chaud. Merci beaucoup Virginie, restez avec nous. Avec plaisir. Et on parle du Titanic à présent. Malgré le film à succès, eh bien, les gens continuent de s'intéresser à l'histoire de ce véritable drame humain. Une histoire qui continue de passionner. En témoigne cette exposition itinérante qui regroupe les objets retrouvés dans l'épave du navire. Une expo qui fait escale en ce moment à Tel Aviv. Reportage signé Shachar Peled et Daniel Ziri. L'histoire du Titanic ne cesse de fasciner. L'épave du navire qui a percuté un iceberg le 14 avril 1912 ne sera probablement jamais ramenée à la surface. Mais des milliers d'objets ont malgré tout été récupérés des abysses. Il y a 200 pièces authentiques qui ont été ramenées des fonds marins et du bateau lui-même. La plus grande exposition au monde sur le Titanic arrive en Israël. Après une tournée de 15 ans dans 15 pays, ce sont déjà 25 millions de personnes qui ont pu la visiter. C'est une reconstitution du bateau d'origine. On voit les cabines de première classe, de troisième classe, la salle de dîner, la salle de danse. Cet endroit-là est très connu. Il apparaît dans le film. On est très proche de l'ambiance du vrai Titanic. Le paquebot britannique avait pris large il y a 102 ans pour son voyage inaugural. Un voyage qui reliait Southampton en Angleterre et la ville de New York. Réputé insubmersible, il transportait à son bord 2224 passagers et membres d'équipage. Seuls 710 ont survécu. C'est probablement la tragédie la plus célèbre au monde. Il y a une sorte de mystère, un drame et également Hollywood derrière cette histoire. Une exposition très complète avec des objets dans un état de conservation remarquable étant donné leur histoire. Ils ont été récupérés à 3000 mètres de profondeur au cours de plusieurs expéditions qui ont commencé en 1994. Voici par exemple un objet, un chandelier ou un candélabre qui est complètement déformé. Il a été récupéré des fonds marins et nettoyé. On voit qu'il est très bien préservé. C'est un objet typique de ceux qu'on a trouvés et restaurés. Et on peut même y trouver une réplique glacée du fameux iceberg. C'est très difficile de le maintenir à température constante. Il faut un système de congélation derrière. Cela nous a pris une semaine à construire. Avant de repartir pour la Suisse, l'exposition restera ouverte au public pendant 3 mois. De quoi offrir aux visiteurs un aperçu unique sur cette incroyable épopée qui a inspiré Hollywood. Coupe du Monde 2014, ça se passe au Brésil et on ne peut pas ne pas en parler. Festival de buts cette année, c'est un record, Rudy, en 60 ans. Alors évidemment, les téléspectateurs sont heureux parce que chaque soir, c'est un nouveau spectacle. Hier soir, ça a été le cas également avec le premier match de la soirée hier. Oui, alors il y a eu un festival de buts, bien qu'il y ait eu le premier 0-0 hier. Alors on va commencer cette revue de Coupe du Monde donc avec les matchs hier. Beaucoup de premières, le premier match nul entre l'Iran et le Nigeria. On va en parler après, donc ça c'est le groupe F. Mais alors, l'Allemagne, on le voit dans le groupe G, a mis 4-0 à atomiser le Portugal qui a rapidement joué à 10 suite à l'expulsion de Pépé. Et ils ont littéralement sombré. C'était pas eu de danse de Cristiano Ronaldo. Ah non, pas du tout. Il a vraiment il faisait vraiment la grimace. Alors hier, c'était le 100e match de la Nationalmannschaft en phase finale de Coupe du Monde devant un nombre qui dépasse celui du Brésil. Et Angela Merkel était dans les tribunes pour fêter ça.
Vous l'avez vu, voilà, elle a fêté ça, comme vous le voyez voilà, sur ce tweet. Elle a passé un très très bon moment, notamment grâce à Thomas Müller qui a été vraiment l'auteur d'un triplé dans ce match plein de maîtrise. On attendait évidemment, vous l'avez dit, Cristiano Ronaldo, et puis on a eu Thomas Müller. Il est resté très frustré face au collectif bien rodé de l'équipe de Joachim Löw. Donc l'Allemagne a fait une très belle entrée dans la compétition. Donc les Portugais devront batailler dimanche prochain face aux États-Unis qui eux ont remporté aussi leur premier match contre le Ghana d'Andrayou hier, avec le but le plus rapide de la Coupe du Monde signé Dempsey qui a été marqué en seulement 30 secondes. Il faudra attendre la 86e minute pour que Brooks donne la victoire aux États-Unis. Alors au classement, cela nous donne l'Allemagne et les USA, vous l'avez vu, en tête. Contre toute attente, la deuxième journée sera donc décisive pour le Ghana et le Portugal qui doivent absolument gagner. Ça va être déjà compliqué pour les Portugais. Et puis hier, vous l'avez dit, on a eu droit au premier match nul de ce mondial. Hein. Oui, nul peut-être dans tous les sens du terme. C'était un match plutôt faible techniquement. Les Super Eagles du Nigeria ont été mis en échec par la sélection iranienne, mais je crois qu'on va le voir. Voilà, on voit les résultats de ce groupe F. L'Argentine avait battu la Bosnie, ce qui nous donne une Argentine qui prend déjà le large. Et puis donc derrière avec un point, Nigeria, Iran et Bosnie à 0 point. Donc on verra lors du prochain match ce que cela va donner. Donc l'Argentine prend le large grâce à un but de Messi qu'on avait vu avant-hier. Eh bien Messi fait le buzz ce matin bien malgré lui. C'est une image qui a été diffusée sur Vine. Vine, c'est un réseau social de partage de vidéos. Regardez cette vidéo, c'est juste avant le match. Il serre la main aux arbitres, mais il oublie ce petit supporter qui était venu regarder. Il arrive au dernier moment, le petit garçon. C'est un très jeune fan de Messi. Il vient pour lui serrer la main, mais la star argentine ne le voit pas. Et voilà, c'est à la fois triste et mignon tout plein. Alors pour certains internautes, c'est carrément la plus belle action pour l'instant de Messi lors de cette Coupe du Monde. Pas terrible, au contraire. Ça, c'est méchant de nous mettre un dernier ralenti juste pour le plaisir. Vous voyez le petit garçon. Hyper triste. Voilà, il vient et Messi l'oublie. Je pense qu'il ne l'a absolument pas fait. Quelle déception. Voilà. Oh, c'est certain. Bon, alors, on parle des matchs à venir ce soir. Les Diables Rouges. Bien sûr, ça va vous plaire. Barbara, les Diables Rouges entreront dans l'Arena Belo Horizonte face à l'Algérie. Ils sont favoris et avec un très très beau parcours en qualification. Et dans le même groupe, la Russie rencontrera la Corée du Sud. Et puis, confirmation ou pas, c'est l'heure de vérité pour le Brésil qui va affronter le Mexique. Lors de ces deuxièmes matchs qui commencent ce soir, on avait vu que le Brésil avait été plutôt en demi-teinte sur son match d'ouverture face à la Serbie, et donc aujourd'hui c'est l'heure de vérité face au Mexique dans un match 100% sud-américain qui va être à mon avis bouillant, et voilà, l'heure de vérité. Et on les suivra évidemment. Alors autre chose dont on a beaucoup parlé depuis 24 heures, c'est la technologie footballistique qui s'est enfin invitée dans ce mondial. Oui, on la connaissait au basket, on la connaissait au tennis, sur voilà, cette fameuse goal line, voilà, qu'on a vu, qui a été rendue célèbre par le but, enfin le demi-but de Karim Benzema face au Honduras. Eh bien les internautes de Topito se sont inspirés en fait de cette goal line pour la transposer dans la vie quotidienne. Voilà, par exemple, effectivement, c'est toujours chacun à son côté du lit et tire la couverture de son côté. Eh bien, voici cette version du goal line. Et aussi, voilà, si vous faites un anniversaire, comment bien séparer votre gâteau avec le goal line. Et il y a d'autres exemples que je ne vous montrerai pas, que la décence m'interdit de vous montrer. Ah bon? Pourquoi on y voyait quoi? Bon, il y avait d'autres choses. Bon, d'accord. On imagine le pire. Juste pour finir, en 30 secondes, ce festival de but, vous l'expliquez comment? C'est déjà sa tranche avec l'Afrique du Sud. Il y a 4 ans où le spectacle était vraiment très pauvre. Les équipes sont préparées, les équipes ont envie de jouer. On parle aussi du ballon qui est plus léger et qui amène le plus de buts, mais je pense que la préparation physique, l'envie des joueurs de jouer cette Coupe du Monde, et surtout le fait qu'il n'y a pas... Beaucoup de beaux joueurs, absolument. Nouveaux joueurs, absolument. Et de beaux joueurs. C'est vrai, il y a beaucoup de jeunes. Absolument, c'est leur première Coupe du Monde. En tout cas, on est ravis et ça risque de continuer. On suivra ça tous les jours, évidemment. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin pour le morning. Passez une très belle journée. Surtout, portez-vous bien. À demain.